Tu mets 2 personnes dans une pièce, et ben il suffit de 21 millièmes de seconde pour qu'on synchronise nos corps et nos émotions. Est-ce que tu as envie d'être émetteur d'émotions bénéfiques ou plutôt d'émotions toxiques dans ta vie ? Quand il y a une information émotionnelle qui vient en toi, ok, ça devient le dossier prioritaire à traiter. Si ça, tu l'écoutes pas, à un moment, c'est ton corps qui te rattrape. Dans les années 70, tu as eu un crash d'avion dans la cordillère des Andes. Un des types avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Nando Parado, décide à un moment d'aller chercher les secours. Et Nando, il me dit, on arrive au sommet d'une montagne, et là on voit de nouveau que des montagnes, que la mort en face. Et là il me dit un truc qui encore aujourd'hui résonne en moi. Je suis très content là qu'on puisse faire ce podcast. On a échangé pas mal de fois numériquement et c'est cool de se voir, de se rencontrer. Tu sais que j'apprécie vraiment ton travail. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font des recherches scientifiques. Ça permet vraiment de faire évoluer les consciences. Il y a des personnes qui de base pourraient se dire c'est un peu bizarre, c'est pas pour moi. De pouvoir se dire tiens, il y a des vraies recherches et ça peut apporter. C'est vraiment top que tu puisses faire ça avec plein d'autres personnes d'ailleurs. Et donc, je suis très content qu'on puisse parler des sujets que tu apprécies. Merci à toi et je suis aussi super content de te rencontrer parce qu'effectivement, on se connaît via le cloud. C'est ça. Et là, on est en vrai et je trouve que les relations humaines, il n'y a rien de mieux que quand c'est de visu. Au début, je faisais des interviews par Skype, mais il n'y a jamais eu la même profondeur, relation, ce qui émerge, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je me suis dit, je fais que en vrai. On va aller loin, David, aujourd'hui. On va aller loin. Alors justement, toi, le sujet du moment, enfin, tu en as plusieurs, mais un qui te plaît beaucoup, c'est la contagion émotionnelle. Tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi, la contagion émotionnelle, et surtout des études, soit que tu as menées, soit que tu as découvertes, qui t'ont... Toi, j'adore le mindfuck, les trucs, tu dis « Ah putain, c'est comme ça ». Des trucs que tu pourrais nous partager qui t'ont, toi, fait réfléchir. Tu dis « Ah, waouh, ça confirme une intuition ». De manière surprenante. Voilà. Quand tu parles de contagion, alors déjà je m'excuse par rapport à toutes les personnes qui nous écoutent ou nous voient, il y a un petit côté un peu anxiogène à tout ça, donc pour tous les hypochondriaques déjà je m'excuse, mais quand tu parles de contagion, tu parles de virus. Et il se trouve que l'émotion en fait c'est le virus le plus puissant au monde, c'est plus puissant qu'Ebola, c'est plus puissant que tout ce que tu as, parce qu'en gros tu as 7,7 milliards d'individus aujourd'hui, et je parle même pas de nos ancêtres, qui l'ont transmis et qui l'ont aussi attrapé. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous, c'est une espèce d'universalité là-dessus. Et la contagion émotionnelle, c'est quoi ? C'est le transfert de ce virus d'une personne à une autre, que ce virus soit toxique ou qu'il soit bénéfique pour l'être humain. Et c'est quelque chose qui se passe super rapidement. Tu me disais, tiens, qu'est-ce que tu as en tête comme ça, comme expérience ? Il y en a une, moi, que j'aime bien, et elle a été menée sur Cassius Clay, Mohamed Ali, c'est le boxeur. Et cette expérience, elle montrait qu'il fallait à peine 230 millièmes de seconde à Cassius Clay pour repérer un signal lumineux et réagir à ce signal par un uppercut. Moi, j'ai plus rapide. Tu mets 2 personnes dans une pièce, comme nous aujourd'hui, et il suffit de 21 millièmes de seconde, c'est le temps de projection d'une image au cinéma, et en plus 21, il y a toute une symbolique autour de ce chiffre. 21 millièmes de seconde pour qu'on synchronise nos corps et nos émotions, en tout cas dans les premiers temps. Et je sais pas si tu as remarqué, mais tu vois, on était tous les deux au début tout de suite, corps incliné, on venait l'un vers l'autre. Et pourquoi ? Parce qu'on s'imite. Moi, j'ai pas envie que tu me rejettes socialement aujourd'hui, donc j'ai envie d'être accepté par toi. Et pour être accepté par toi, je vais essayer de t'imiter, de te ressembler, que ce soit par ta posture corporelle, que ce soit par ta voix, tes intonations, que ce soit même par tes tics de langage. Donc je vais le faire ça de manière inconsciente, et en faisant ça, j'imite aussi tes émotions. Et les émotions, elles passent comme ça d'un individu à l'autre. C'est ça la contagion émotionnelle. Alors maintenant, moi, la question que je pose dans ce bouquin, c'est vraiment de dire, tu vois, quelle est notre empreinte émotionnelle ? Quel agent pathogène tu as envie d'être ? Est-ce que tu as envie d'être émetteur d'émotions bénéfiques ou plutôt d'émotions toxiques dans ta vie ? Il y a des gens qui sont vraiment dans l'émission, mais vraiment récurrente, forte, d'émotions toxiques. Je les appelle d'ailleurs les enflures toxiques. Tu vois, c'est vraiment le sale con certifié. C'est un peu, tu vois, comme un homme politique qui a décidé de faire de la politique son métier. Tu as des gens qui ont décidé de faire de la sale connerie, de l'enflurerie toxique, leur métier. Et donc, ils passent leur temps à vouloir te pourrir la vie. Donc ceux-là, moi j'essaye un peu de les combattre, notamment en entreprise, parce que je trouve qu'ils pullulent dans les boîtes un peu comme les lapins dans la verte prairie écossaise. C'est un peu comme s'ils étaient protégés. Tu sais, en Écosse, tu n'as pas le droit de shooter les lapins. Et donc, ils se reproduisent de manière assez exponentielle.
le salcon, c'est la même chose. Quand tu le places, tu lui donnes un peu de pouvoir et tout. Le salcon, en plus, il bénéficie d'une espèce de ressource très très forte qui, quand tu vas l'emmerder, va se mettre comme ça en activation et il va sortir tout un arsenal psychique pour t'emmerder. Donc tu n'as juste pas envie d'aller un petit peu le titiller dans son territoire et tu le laisses faire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va juste recruter des gens comme lui. Comment on fait pour, d'une manière constructive, utiliser la contagion émotionnelle ? Déjà, pour réduire globalement sur cette petite boule bleue le nombre d'enflures toxiques, et pour pas le devenir soi-même, on peut développer une compétence qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et on vient de montrer à travers des résultats de recherche que plus tu es émotionnellement intelligent, moins tu es toxique pour les autres, moins tu es machiavélique, plus tu as conscience de tes actes, de la conséquence de tes actes sur autrui, plus tu prends soin d'autrui. Tu sais, quand on parle en entreprise de manager, etc. Manager, c'est dire quoi si tu prends l'étymologie ? C'est ménager, prendre soin de l'autre. On devrait tous un peu prendre soin de l'autre. Donc, en développant ton intelligence émotionnelle, tu prends soin de toi et tu prends soin de l'autre. Je te prends une image quand tu traverses une turbulence. En avion, tu as les masques à oxygène qui tombent. C'est important de mettre le masque à oxygène sur toi, pour récupérer. Mais on est dans une société qui est tellement narcissique que tu oublies juste un moment aussi de mettre le masque à oxygène sur la personne qui est à côté de toi, qui est peut-être plus faible, qui est ton gamin, qui est une personne âgée, etc. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est tu mets le masque à oxygène sur toi, tu te préoccupes de tes émotions et en même temps tu te préoccupes de l'autre, dans un T2, dans un temps 2. L'intelligence émotionnelle, pour te donner une définition, c'est le fait de pouvoir raisonner à partir des émotions. Les émotions, c'est vraiment une information, c'est un peu comme un panneau signalétique que tu as au bord d'une autoroute et qui dit hey, attention, warning, là, il y a un énorme virage dangereux dans 150 mètres. Si tu ne tiens pas compte de ça, si tu ne décélères pas, tu augmentes la probabilité de te taper la rambarde un peu plus loin. Tu as des gens qui sont plus capables que d'autres de voir déjà ce signal lumineux. Et tu en as qui en tiennent compte, qui l'intègrent dans la pensée. Et derrière, qui ont un comportement adéquat, qui colle à la situation, qui permet de t'adapter. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est quand il y a une information émotionnelle qui vient en toi, ça devient le dossier prioritaire à traiter. Et tu le transformes, ce dossier, en une action qui te permet de mieux t'adapter, tout en faisant du bien aussi aux autres. Il y a cette petite notion qu'il faut rajouter. Et ça, on devrait un peu plus la développer, cette intelligence-là. Comment tu fais pour aider tes enfants à devenir plus intelligents émotionnellement ? Comment tu t'y prends ? Alors, il se trouve que j'ai mon aîné qui est une hyper émotive. Donc, tu vois, comme quoi, les rencontres comme ça entre un père et sa fille, je crois, ne sont pas forcément le fruit du hasard. On travaille beaucoup, ça passe déjà par de la verbalisation. On est dans le pays où les gens ont le plus de difficultés à mettre un mot sur ce qu'ils ressentent. Dire c'est plaisant, déplaisant, ça gratouille, ça chatouille, ça à peu près tout le monde est capable de le faire. Mais dire après précisément ce que tu es en train de ressentir. J'ai peur, je suis en colère. Exactement. Est-ce que c'est de la tristesse, de la culpabilité ? Est-ce que je suis sur de la frustration ? Est-ce que je suis plutôt serein ? Est-ce que je suis enthousiaste, etc. Là, les gens vont dire je me sens bien, je me sens mal, c'est ce que j'observe. Voilà. Et c'est un peu, il y a deux états, bien, mal, c'est tout quoi. Voilà, et ça, c'est pas assez en fait pour le cerveau humain. Il a besoin d'un peu plus de précision là-dedans. C'est comme quand tu vas chez le médecin. Je veux dire, le médecin, il doit poser un diagnostic précis. Si tu veux que ton ordonnance ait un résultat... Si tu as un problème par là, ça va être un peu compliqué. Ouais, ça va être un peu complexe. Donc, c'est exactement la même chose pour la psychologie humaine. Le simple fait de mettre des mots pour le gamin, de développer ce que moi j'appelle son dictionnaire affectif, déjà ça l'aide. Et pour tout te dire, quand ma plus grande rentrait en première année de maternelle, qu'elle avait un peu le trouillomètre tout en haut et qu'elle ressentait qu'elle avait des pointes d'angoisse, tu vois, en y allant. J'ai eu une petite discussion avec la maîtresse. J'ai dit tiens, on pourrait mettre en place 2-3 choses. Et parmi ces 2-3 choses, pourquoi pas des petites émoticartes, tu vois, avec des photos des smileys qui expriment la peur, le dégoût, la joie, bref, les émotions de base. Et dire au gamin, dans quel état émotionnel tu es aujourd'hui ? Ça correspond à quelle carte ? Prends la carte qui correspond à ton état émotionnel du moment et va juste la mettre à côté de ton prénom. Et le simple fait de faire cette association... Ça les entraîne à identifier dans quel état ils sont. Écoute, le jour d'après, elle n'était plus angoissée. Tout avait baissé en intensité. Elle avait de la joie à aller à l'école. Elle était juste un moment prisonnière d'un état émotionnel qu'elle ne connaissait pas. Et ce que je te dis là, ça vaut aussi pour les adultes. Souvent, les gens qui ne vont pas bien, qui ont des difficultés, qui savent pas, tu vois, faire un choix entre A et B, etc., qui sont dans l'hésitation, tu vois, on décide pas assez dans notre société. On est dans une société qui est extrêmement constipée d'un point de vue décisionnel. Si tu savais reconnaître plus facilement l'émotion que tu as en amont,
les choix, les prises de décision seraient fluidifiées réellement. La première étape là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, au-delà même de l'éducation, c'est je vais m'entraîner à mettre des mots sur ce que je suis en train de ressentir. Ce serait la première étape pour devenir plus intelligent émotionnellement. Exactement. Et j'ai envie de te dire un autre truc. Et là, je m'adresse peut-être à certains hypersensibles qui nous écoutent ou nous regardent. C'est que déjà, c'est pas une tare d'avoir des émotions et d'être très sensible à ça. Moi, je pense au contraire que les personnes qui ont ça sont doués d'un pouvoir incommensurable. Un petit peu comme les héros dans Marvel, avec des super pouvoirs, où je sais pas, tu prends X-Men, le type avec les rayons laser. Faut juste un moment pour que ça parte pas en cacahuète, tu sais que tu poses les lunettes. Tu trouves un moyen de réguler un peu cette espèce de force que tu as en toi. Donc ça, c'est un premier truc. Parce que ces personnes-là, elles voient des choses que les autres ne voient pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de signaux émotionnels autour d'elles, qu'elles captent. Alors c'est dur, des fois tu es comme une éponge, tu t'imbibes de plein de trucs, et leur problème c'est qu'à un moment elles s'imbibent trop, elles arrivent au max de saturation ou de pouvoir d'imbibation, et après il se passe plus rien, et après elles développent des troubles psychosomatiques, etc. Si elles apprenaient juste un moment à s'essorer et à ne retenir que l'information la plus utile, la plus fondamentale pour maintenir leur niveau de bien-être et celui des gens qu'elles aiment autour d'elles, et tout se passerait bien. Mais elles ont déjà finalement une longueur d'avance. Et j'ai envie de dire aussi à ces personnes, tu n'es pas l'émotion que tu ressens. Quand on parle de contagion émotionnelle, quand tu es dans un couple, tu as l'autre qui vient, qui est pas content, il a passé une mauvaise journée, il y a de la colère, etc. Ouais, c'est sa colère en fait, c'est pas la tienne. Écouter cette colère de l'autre, savoir à disposer. Par exemple, ta femme arrive, elle est en colère, elle est frustrée, comme ça arrive à n'importe quel être humain. Qu'est-ce que tu fais pour vivre ça, par rapport à toutes les recherches que tu as effectuées? C'est quoi ton apprentissage? Comment tu gères parfois la frustration, la colère de ta femme ou de tes enfants? Tu pars du principe, parce que très vite, quand l'autre est en colère, tu peux te mettre toi-même en colère. Et donc après, ça part en cacahuète, ça monte en puissance. Et bon, derrière, après, les gens se chamaillent, t'as une dispute, les gens boudent. Enfin bon, bref, il peut se passer plein de choses désagréables pour le couple. Donc déjà, le fait de se dire, c'est sa colère. Ensuite, de te dire aussi, je vais pas tout de suite être le sauveur. Je vais pas enfiler le collant bleu, la cape rouge, tu vois, posture supermanesque, je vais sauver tout le monde. Non, t'écoutes en fait. Parce que quand une personne a beaucoup de colère, il faut qu'elle se décharge, qu'elle parle, donc tu la fais parler. Et en parlant, t'as l'intensité qui baisse de manière assez fondamentale. L'autre truc, et ça c'est un truc qui est très simple, si t'as la chance d'habiter dans un coin où juste en bas de chez toi, t'as un petit parc où t'as un peu de verdure, mais tu dis écoute, tu sais quoi, on va parler de ton problème, mais on va en parler en se baladant, là dans la forêt, et en tutoyant un petit peu la verdure. Tu as des études qui te montrent en neurosciences que le simple fait de se balader quelques minutes ou quelques heures dans ces espaces-là, ça fait baisser ta colère, ça fait baisser la pression artérielle, ça fait baisser tes pointes d'angoisse. Parce qu'en fait, tu entres en résonance avec les petites feuilles qui bougent, et ton corps il est comme aimanté en fait par cette espèce de pouvoir du silence en fait de la végétation. Et tu as même une étude qui a été menée à Londres et qui te montre que dans les quartiers les plus boisés, peu importe le niveau social de ces quartiers, les gens sont plus calmes, ils consomment moins d'antidépresseurs et sur des échelles de bien-être, ils sont juste au top. On est dans une période où il y a une urbanisation qui est grandissante, déforestation, avec le dérèglement climatique. En fait, ce dérèglement-là, il implique aussi un dérèglement psychologique. Et c'est pour ça qu'à Paris, par exemple, tu as un plan de revégétalisation. Je pense que c'est une très bonne chose en fait pour la psychologie collective. Donc ça, c'est des choses très simples, très basiques. Je veux dire, la nature, et je pourrais te parler aussi des animaux, quand tu as des chiens, etc., ou un chat à la maison, ce sont des anxiolytiques naturels. Et je dirais que la nature, elle a le même pouvoir thérapeutique que John Coffey. Je ne sais pas si tu te souviens de cet acteur noir américain dans le film La Ligne verte, qui était capable, chaque fois qu'on allait le voir, avec un problème, de transformer le négatif en positif. La nature, les animaux ont exactement ce pouvoir. Juste en 30 secondes. Mais quand tu as un chien, tu joues avec ton chien ou avec ton chat, et le maître et l'animal vont produire de l'ocytocine dans des quantités assez extraordinaires. L'ocytocine, c'est quoi? C'est le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères. Et ce qui est encore plus fou, c'est que quand tu joues 5 minutes avec ton chien et ton chat et que tu produit chimiquement cette ocytocine qui te fait du bien, qui te déstresse, pour parler simple, et en fait cette quantité-là, elle équivaut à la quantité que tu vas sécréter si tu joues en pleine conscience et sans aucune contrainte logistique avec ton gamin. Reconnectons-nous à 2-3 choses un peu basiques, et ça te permet de laisser la colère passer. Mais les choses doivent être dites aussi. La colère, si elle s'exprime, c'est qu'il y a un truc qui doit sortir. Ce que tu ressens. Voilà. Parce qu'aussi, c'est une autre chose. On est dans un pays, à nouveau, où on ne laisse pas la place, par exemple, au deuil. On veut tout de suite régler les problèmes. Et moi, je trouve que
Ouais, il y a plein de micro-deuils, il y a plein de micro-moments à avoir où il faut laisser un moment aussi vivre l'émotion. Parce que l'émotion, à nouveau, c'est une info. Elle veut te dire un truc. Et si tu n'entends pas ce truc-là, bah, tu n'arriveras pas à régler le problème qui t'embête un peu dans la situation présente. Ça fait du bien d'entendre ça pour des personnes qui peuvent se dire mais oulala, j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui soit contagieux émotionnellement et qui détruit la vie des gens et je vais m'interdire de ressentir. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a de la place pour je vais vivre ce que je ressens, je vais juste être attentif à ce que je suis en train d'envoyer et dégager. Et plus tu es attentif à ça, plus tu vas filtrer les émotions toxiques pour autrui. Parce que tu vas bien te rendre compte de l'impact que tu as sur les autres. Si en exprimant quelque chose et en le faisant de manière récurrente, tu vois qu'à chaque fois, l'autre personne fait la gueule ou qu'elle se sent pas bien et que derrière, ça lui cause tout un tas de soucis, bah ça, à un moment, tu vas être dans cette espèce de lucidité émotionnelle. Et ça, c'est en pratiquant, c'est en laissant, tu vois, en ouvrant un peu le robinet. Il faut que l'émotion, ça coule. Tu sais, l'émotion, c'est pas un truc qui est fait pour être gardé pour soi. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet Gollum. C'est-à-dire que quand tu as une super émotion qui est super bénéfique, tu as une super réussite dans ta vie, tu partages ton émotion. Elle est faite, l'émotion, c'est comme une hirondelle, elle va, tu sais, de niche psychologique en niche psychologique, d'individu en individu. Si elle reste en toi, en fait, elle te consume de l'intérieur. Et ça, c'est ce que j'ai vu avec des astronautes qui ont vécu des sensations sublimes d'un point de vue émotionnel tout là-haut, dans la station internationale ou la station Mir, qui ont eu des charges. Ouais, j'allais dire des chocs émotionnels, mais d'une puissance absolue, mais avec une beauté, un esthétisme assez fort, et qui reviennent sur Terre, leur corps est lourd, il y a tous les emmerdes, il y a la politique, il y a l'infobésité, le machin. Pour la plupart, ils le vivent supra mal, en fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils se renferment sur eux-mêmes, et ils vivent avec ce souvenir émotionnel sublime qu'ils ont eu là-haut, et ils ne le partagent pas. Et de l'autre côté, tu as des astronautes qui disent « Attends, non, ça, je ne vais pas le garder pour moi, je ne vais pas rester dans mon coin. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans des prisons, je vais aller dans des ZEP. Je vais leur parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. » Ce que j'ai ressenti. Et je te donne juste une anecdote. T'as Michel Tonini qui me raconte ça, donc qui est un astronaute français, et qui, à un moment, décrit ce qu'il a vécu là-haut. Alors lui, il te dit, bah moi, je flottais comme ça dans la station Mir, et j'étais un peu comme dans du liquide amniotique. Lui, ça lui faisait penser à ça. Il avait l'impression, un vieux souvenir lointain, tu vois, comme ça, imprégné dans sa mémoire ancienne, qui était, lui, il avait cette sensation de, quand j'étais fœtus, j'ai dû ressentir ça. Donc un truc sublime, tu vois, puissant. Et il commence à raconter ça, et en face de lui, il a une jeune fille, je vais pas rentrer dans le détail, mais qui a une vie assez horrible, avec une relation avec ses parents qui est terrible pour quand tu es un gamin, et donc qui a subi tout un tas de traumas pendant toute sa vie. Et pendant qu'elle l'écoute, elle est au premier rang, elle se met à pleurer, parce qu'il lui apporte en fait cette liberté par son discours qu'elle n'a jamais eu, issue d'un milieu très difficile. Elle a eu des sévices, elle a subi des choses vraiment atroces. Et Michel Tonini la voit en pleurs, cette gamine, mais elle pleurait de joie en fait. Tu sais, quand t'es libéré, tu pleures de joie. Et à la fin de la conférence, lui et elle, un peu instinctivement, se rejoignent, se serrent dans les bras, un méga hug si tu veux. Et là, ils touchent presque du doigt, presque cette sensation qu'il avait ressentie tout là-haut. Tu vois, là, c'est un proxy qui est très proche de la réalité de ce qu'il avait vécu. Il a compris qu'il avait transmis ça, et ça lui a été supra bénéfique. Donc à nouveau, tu vois, en transmettant des choses positives, en partageant avec les autres, bah derrière, tu fais du bien aux autres et tu te fais du bien à toi-même. Toi, à titre personnel, c'est comment un moment comme ça, tu partages avec des personnes qui vivent ça, ça te fait quoi à toi ? C'est un peu une extension de ma femme, parce que ma femme, elle fait que des sports extrêmes. Tu vois, elle veut que tutoyer un peu la mort, donc elle est héliportée ici ou là, elle fait des trucs dans des eaux à je sais pas combien de degrés. Donc en fait, j'ai un peu ça à la maison, simplement là, donc je dois être attiré par ça, tu vois. Il doit y avoir un truc, je sais pas, ou alors je suis totalement sadomaso, mais derrière, je suis intimement convaincu que c'est en allant dans des univers extrêmes où tu as des puissances émotionnelles très fortes que tu comprends en fait des choses du quotidien. Et ça a un nom, c'est la tératologie. Alors c'est un nom compliqué pour dire un truc tout simple. Moi je pense que c'est en étudiant les monstres que tu comprends le genre humain. Et j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. Quand tu dis les monstres, tu veux dire quoi ? C'est-à-dire quelque chose d'un peu d'anormal. Tu vois, quand tu vas voir des mecs du raid, ce que je fais, des types qui ont survécu à des catastrophes ou à des crashs d'avion. Mais tu irais voir par exemple un patron de mafia ? Là, je suis sur des populations un peu particulières, je suis en train de préparer le prochain bouquin. Ça tutoie un peu ces univers-là. Donc j'ai pas de souci parce que justement, ces gens-là ont à gérer des niveaux de stress qui sont tels, en fait, qu'ils ont des trucs à nous apprendre. Il y a plein de choses qu'on rejette de leur modèle, parce que c'est pas bien, et parce que t'as pas envie de véhiculer ça vis-à-vis de tes gamins. Mais par contre, dans la gestion émotionnelle... Raconte-nous un des trucs qui t'a fasciné
fasciné, perturbé, choqué d'un truc que t'as vu là comme ça? J'ai un truc qui me vient en tête, à nouveau ça renvoie un peu au bouquin, mais dans les années 70, tu as eu un crash d'avion dans la Cordillère des Andes. C'est une histoire assez connue qui se crache, tu as des morts, et donc pour survivre, parce que tu as une faune et une flore, mais tu n'as rien du tout, tu peux pas te nourrir, il n'y a rien de nutritif, pour survivre, les personnes encore vivantes mangent les morts en fait. Donc tu vois, c'est Cordillère des Andes, tu as de la neige, les corps sont gelés, voilà, tu manges des espèces de sushis de chair pour survivre. Donc tu vois déjà un peu l'ambiance. Et là, tu as un des types avec qui j'ai bossé qui s'appelle Nando Parado, qui est le vrai héros de cette chose-là, qui décide à un moment d'aller chercher les secours. Juste, il fait partie des gens qui ont mangé d'autres personnes, c'est ça? Exactement. Et il fait partie des gens encore en vie, tu vois, après ce crash-là. La plupart des gens n'ont pas le courage de partir. Parce que tu vois que des montagnes à perte de vue, c'est horrible, tu vois, il n'y a que la mort qui t'attend si tu te dis tiens je m'engage. Et lui il dit non, moi je ne veux pas rester là, je ne veux pas mourir, les secours ont arrêté de nous chercher, donnez-moi des petits copeaux de chair, je vais mettre dans un sac, on va essayer de s'équiper, il était en basket et tout, tu vois, c'est des sommets à plus de 4000 mètres, ils ne sont pas équipés, tu vois, eux ils allaient faire un match de rugby dans une zone plutôt chaude, et donc il a le courage d'y aller. Et Nando il me dit, à un moment, on marche, on est épuisé, on arrive au sommet d'une montagne, on était persuadé qu'on allait voir le Chili de l'autre côté, et là on voit de nouveau que des montagnes, que la mort en face. Et là il me dit un truc qui encore aujourd'hui résonne en moi, il me dit tu sais, dans ce moment-là, en fait on n'avait qu'un truc à nous, c'était le choix de notre propre mort. Il dit il n'y a pas de décision dans ta vie au quotidien qui soit plus difficile que de choisir ta propre mort. Et quand il te dit ça, il te dit juste que dans nos vies, on ne prend pas assez de décisions. Je suis quelqu'un qui décide plutôt dans sa vie. Je peux t'assurer que dès que je suis trop hésitant ou que je commence un peu à rentrer dans un truc un peu, tu vois, mollasson, etc., je me remémore à chaque fois ce petit message de Nando qui a frôlé la mort. Et je me dis, ouais, en fait, c'est pas compliqué ce qu'on a à choisir dans nos vies. Et tu suis en fait ton instinct, ton émotion. C'est ce qu'il a fait. Nando, il te dit, moi je suis un intuitif. C'est-à-dire que là, même dans le choix de ma mort, je sentais que ça allait peut-être être une mort plus lente si j'allais vers là. Donc il y avait peut-être un petit peu plus d'espoir dans le désespoir, etc. Mais il a fait à l'instinct. Alors que rationnellement, il y avait tout un tas d'autres éléments qui l'amenaient plutôt à aller dans l'autre direction. Tu fais une différence entre l'instinct et l'intuition, toi? L'instinct, c'est presque un réflexe qui est souvent lié effectivement à de la survie. L'intuition, c'est quelque chose qu'on va plus utiliser au quotidien, qui est basé sur ton expérience. Tu veux que je te raconte un petit truc sur l'intuition? Je pense que mon audience va kiffer. Il se trouve que dans les populations un peu particulières qu'on observe, moi j'aime bien bosser avec des réalisateurs de cinéma. Et on est allé, fut un temps, avec un collègue à moi qui bosse en Californie, à Hollywood, et on a suivi 7 réalisateurs de cinéma. Et t'en avais un, alors on a signé plein de trucs, donc j'ai pas le droit de te donner les noms. C'est dommage. Les protagonistes, je te donnerai 2-3 petits indices quand même, parce qu'il faut pas vivre triste. Et il y a une scène qui nous a particulièrement marqué. Donc nous, ce qu'on a fait, on équipait à chaque fois nos réalisateurs avec des micros, machin. Et moi, j'avais mon co-auteur qui les suivait caméra au point, tapis derrière un buisson pendant toute une journée. Et les types, nous, ce qui nous intéressait, c'est quand ça bullait émotionnellement. Et là où tu devais décider dans l'instant. Donne-nous le contexte, c'est-à-dire que t'es sur le tournage et c'est en train de... Voilà. T'es sur le tournage, il y a des scènes, il y a tout. C'est une petite entreprise en fait, un lieu de tournage. Et donc là, t'es obligé de décider très rapidement. Tu peux pas céder à la réunionite aiguë. Par exemple, donne-nous une décision importante. Là, je vais t'en donner une qui est fondamentale. Et donc là, tu dois décider vraiment quasi dans la minute, parce que sinon après, tu sais, t'as un espèce de petit compteur avec des kilos dollars qui commence à défiler. Et là, t'as le producteur derrière qui est juste pas content. Et là, je vais te raconter une scénette. Donc là, on est à mi-tournage et t'as l'actrice principale qui est démissionnaire. Elle est pas contente. Elle a commandé en fait une limousine qui vient la chercher à l'arrière, dans un parking lugubre, à l'arrière du plateau de tournage. Et là, notre réalisateur, il est averti de ça. Et donc, il court et tout pour qu'elle se barre pas, quoi. Et juste avant qu'elle rentre dans la bagnole, il l'appelle, il attend et tout, elle se retourne, elle lui jette un regard noir, il est à 1,50 m d'elle, elle lui dit ouais mais t'es nul, tu sais pas retenir tes actrices, etc. Pourquoi est-ce que t'as donné une loge plus grande à l'actrice secondaire? Tu vois, des fois t'as des stéréotypes qui sont vrais. Et là on zoome sur son visage à lui, et on voit d'abord un petit rictus de satisfaction. On se dit merde, tu vois, on lui a passé plein de tests psychométriques, on n'a pas vu que le type il était sadomaso ou déviant, je sais pas, tout ce que tu veux. C'est un type plutôt zen, tu vois, la caricature du réalisateur hollywoodien, t-shirt en V jusqu'au nombril, tongs, machin, tout ça, toute la panoplie. Et là il fait un truc, il s'avance, il fait un pas de plus. Il s'invite dans son jardin privatif, il réduit ce qu'on appelle la distance de proximité, de respect social,
que souvent les gens respectent pas, tu sais, quand t'es au bar ou je sais pas quoi, il y a des gens, ils parlent tout près, bon bah là, ils respectent pas ça. Et là, à son tour, il lui vomit un peu sa haine. Il se met en colère, il a les sourcils froncés, la mâchoire tendue, et là, d'un coup, on a notre actrice qui adopte la posture faciale du chat dans Shrek, tu sais, quand il a fait une bêtise. Et là, tu dis, oula, il l'a touché dans le mille. Et elle reprend timidement la parole. Et tout ça, ça se passe en moins de 2 minutes. Tu vois, on n'est pas sur un truc analytique, conscientisé, tout ce que tu veux. C'est très rapide, c'est des punchlines, paf, paf, entre les deux. Elle reprend timidement la parole et dit, écoute, j'ai merdé, j'ai totalement merdé, tu peux compter sur moi. Elle reste. Toutes les scènes qui sont tournées en deuxième moitié de tournage sont de bien meilleure qualité. Et le film, in fine, devient un succès au box-office. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue intuitif dans sa tête et comment ça marche l'intuition ? On va le voir quelques semaines plus tard. On lui montre les images. Et là, il nous dit, ouais, déjà, j'ai un souvenir vivace du truc. Je me souviens bien de ce moment-là parce qu'émotionnellement, ça m'a cogné, tu vois. Ça m'était jamais arrivé dans ma vie. Et il dit, c'est bizarre. En fait, quand elle m'a gueulé dessus, quand elle m'a craché son venin, en fait, au bout d'un moment, je voyais plus son visage. Il y a comme une espèce de photographie mentale qui s'est superposée à son visage et ça m'a renvoyé à un moment de mon adolescence. Et lui il me dit, moi quand j'étais ado, quand j'avais 14 ans, je faisais partie d'un des gangs les plus dangereux de LA, de Los Angeles. Je me baladais avec mon père sur l'avenue principale. Il y a une bagnole qui déboule, les 4 portes s'ouvrent, on se fait kidnapper par des membres du gang rival. On est amené dans un petit studio de 25 mètres carrés, ligoté dos à dos sur 2 chaises comme Indiana Jones père et fils, avec un type qui toutes les 15 minutes... C'est déjà la vie normale. Non, mais avec toutes les 15 minutes, nos geôliers qui se pointaient en nous mettant un flingue sur la tempe et en disant, je reprends leurs expressions, je vais te crever. Donc déjà, tu vois, émotionnellement assez fort. Il dit, c'est dingue. Dans cette situation-là, il dit, mais moi, d'un coup, à ce moment-là, j'ai eu la voix de Huggy, les bons tuyaux, dans Starsky Hutch, qui a résonné en moi. Et je me souvenais d'une réplique de Huggy, les bons tuyaux, donc c'est un Dick là dans cette série, et qui parlait à un des 2 flics et disait, tu sais, Hutch, 9 fois sur 10, quand un type te braque dans la rue, il appuie pas sur la détente. Et il se souvenait qu'en fait, la plupart des dialogues entre Hutch, ou c'est Starsky et Huggy les bons tuyaux, étaient co-scénarisés par des criminologues, des psychologues, donc il y avait un fond de réel dans tout ça. Et donc qu'est-ce qu'il fait face à ses geôliers ? C'est pas lui qui a le pouvoir, c'est pas lui qui porte le flingue. Il se met à avoir une posture de défiance, je vais le dire poliment, à remettre en cause leur masculinité. Il leur crache même au visage. Et de manière surprenante, lui et son père sont libérés au bout de quelques heures. Comment ça marche l'intuition ? Quand tu es dans une situation que tu n'as jamais rencontrée, toi, il n'a jamais eu à faire de la rétention des talents, à gérer un problème RH avec son actrice démissionnaire. Il n'a pas l'expertise pour. Et ben son cerveau intuitif va trifouiller très vite dans sa mémoire, va feuilleter très rapidement une espèce d'album photo de souvenirs forts, émotionnels. Ils sont forts parce qu'ils sont émotionnels. Ils sont restés dans ta mémoire en 4K, en 8K, avec un haut niveau de pixelisation, parce que c'était justement émotionnel. Et il essaie de trouver en fait une situation du passé, même si c'est pas dans un contexte pro ou dans un contexte qui colle comme ça a priori à la situation que tu vis. Il dit oui, mais là il y a des points communs. Donc moi, je vais trifouiller à toute vitesse là-dedans. Et là, ça l'a renvoyé à cette situation du passé. Et dans cette situation du passé, il a adopté de la défiance. Et là, il va répliquer ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à gueuler un peu sur son actrice principale et ça marche. Alors là, je suis pas en train de dire que c'est super bien de gueuler sur les gens stratégie. Et d'être dans de la colère, etc. Mais dans ce moment-là, la colère lui a été supra-utile parce qu'elle a remis les choses en place. Et les points communs, c'était quoi ? C'était dans les 2 cas, tu avais l'agent menaçant qui était visible. Dans un cas, c'est un type avec un flingue. Dans l'autre cas, c'est une actrice avec de la bave à la commission des lèvres qui t'engueule. Dans les 2 cas, il y a une question de viabilité économique, parce que si ton actrice, elle se barre, c'est-à-dire qu'il faut retourner toutes les scènes. Ça veut dire que derrière, il faut recaster une nouvelle actrice. Bon bref, c'est quasi la mort de ton film assurée. Et dans l'autre cas, c'était une question de vie ou de mort physique. Donc en fait, le cerveau, il a intuitivement fait ce rapprochement. L'intuition, ça fonctionne beaucoup à la mémoire. Donc ce que j'ai envie de dire aux gens, sortez de vos zones de confort. Allez expérimenter des trucs qui émotionnellement vous remuent. Dites-vous juste que grâce à ça, votre cerveau, qui est un paparazzi en fait, il va photographier tout ça et il va le classer dans cet album photo qui sera consultable plus tard et qui te permettra peut-être de rebondir face à une situation qui est un peu désagréable pour toi. Alors dans la même lignée de ça, t'as écrit un livre, La Poulpatitude, et donc sur ce sujet de la prise de décision, de l'intuition, des émotions, t'es allé rencontrer beaucoup des grands dirigeants français. Qu'est-ce que t'as appris pareil de surprenant dans leur manière de prendre des décisions qui va à l'encontre de ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait faire dans son quotidien quand il doit prendre une décision ? Déjà, je crois que eux, ils ont fait leur coming out intuitif le moment où ils ont décidé d'arrêter de recevoir tout un tas de conseils pseudo-avisés. C'est-à-dire de dire, attends, en fait, je suis payé pourquoi ?
Je suis payé pour décider, pour avoir le courage de prendre des décisions. Donc derrière, si finalement ta décision n'est juste que le résumé de finalement un espèce d'avis majoritaire de 30 conseillers que tu payes grassement à côté de toi, autant garder les 30 conseillers et puis toi, exit quoi. Donc là déjà, ils ont coupé le cordon en fait. Ils ont cessé d'être surconseillers. Et moi j'ai des dirigeants comme ça. Quand tu dis cessé cesser d'être surconseillés, c'est-à-dire que factuellement ils prennent moins de conseillers ? Ouais, factuellement ils en prennent beaucoup moins. Moi j'ai vu des grands patrons du CAC 40 avec qui je bosse passer de 30 conseillers, que ce soit conseiller en strat, en com, en tout ce que tu veux, à 1 ou 2. Donc là, si tu veux, là, ça coupe assez méchamment dans le morceau de viande. Et ben, ils se sont retrouvés, en fait. Parce qu'avant, si tu veux, quand tu as 30 types qui te donnent leur vision alpha, bêta, gamma d'un même problème, ça crée du brouillard. Et ton signal intuitif, il est juste masqué par tout ça. Si tu veux te reconnecter à toi, à ce GPS intérieur, qui est l'intuition, qui est beaucoup plus fiable que le GPS d'ailleurs que tu as dans la bagnole. Alors maintenant, il y a Waze. Il pourrait y avoir un débat, mais bon. Mais derrière, si tu veux, pour te reconnecter à ça, il faut juste sortir de ce brouillard-là. Et on est dans une société, on a besoin d'être rassuré tout le temps, tu sais. Oui, alors c'est bien, est-ce que je fais bien un truc qui conforme à la vie de la majorité, qui conforme avec ce que je vois dans tel ou tel modèle qui est défendu par telle ou telle grosse institution, gros machin. Non, mais à un moment, reconnecte-toi à toi. Et tu verras finalement qui t'es et comment t'évolues dans la situation sans te perdre. Et moi, j'ai vu trop de dirigeants se perdre. Comment une personne aujourd'hui peut arbitrer entre je vais m'écouter moi-même et me faire confiance, avec le risque, si je vais pousser le trait à l'extrême, que la personne, entre guillemets, elle se forme jamais, elle lit jamais, elle demande jamais l'avis d'autrui, et donc elle reste dans son délire. Et de l'autre côté, l'autre extrême, qui est que la personne, elle demande tellement tout le temps les avis des autres qu'au bout d'un moment, elle arrive même plus à se construire une opinion. Comment t'arbitres là-dedans ? Est-ce que tu penses qu'il faut dire pas de conseils, pas de formation, pas de livre ? En fait, c'est la différence entre l'émotion et l'obsession. C'est-à-dire que quand tu es dans une structure obsessionnelle, et donc tu te refermes, tu crées une espèce une armature opaque et tout, là c'est pas bon parce que tu te coupes justement de tout un tas d'informations émotionnelles que tu pourrais capter. Donc ça faut pas le faire. L'émotion, ça dure quelques millièmes de seconde, voire quelques secondes, ou grand max. Donc quand tu as une émotion forte qui te cogne, à un moment, si tu as un peu travaillé justement ton intelligence émotionnelle, tu le sais en fait. Et ça se transforme pas forcément en quelque chose qui te définit quasi, tu vois, et où tu deviens pas prisonnier de ce truc vu que tu la considères comme une info passagère qui colle à la situation présente. Parce que cette émotion-là, elle vaudra peut-être pas dans 3 jours ou dans 4 heures, elle sera peut-être totalement dissonante par rapport à ce que tu vis. Donc, il faut la prendre maintenant. C'est comme le train en marche. Donc ça, quand tu as compris que quand tu as un truc qui chimiquement, physiologiquement te secoue comme ça fort et que ça veut te dire quelque chose dans l'instant présent, là, tu sors de ce côté, je me renferme, etc. Au contraire, tu es en ouverture. Mais à un moment, tu restes dessus, tu la soignes, tu la priorises et tu en fais quelque chose. Et tu as beaucoup de dirigeants qui, à un moment aussi, captent une idée sur la base d'une émotion et qui, parce qu'ils ne sont pas émotionnellement intelligents, restent prisonniers de ça. Parce que l'émotion était tellement forte, en fait, ils veulent la faire durer. C'est comme ce que je te disais avec l'effet Gollum, ils veulent la faire durer toute une vie. Et non, cette émotion-là, elle est vraie là. Elle est valable là, maintenant. Elle est peut-être, plus tard, elle ne le sera pas. Et combien j'en ai vu qui étaient sur ces modèles-là, notamment, alors là, j'ai un peu moins le temps, mais à l'époque, j'allais dans quelques cliniques privées, rencontrer des anciens cadres de la place parisienne, londonienne ou autres qui déambulaient dans les couloirs comme des zombies totalement médicamentés, qui expérimentaient un burn-out. Alors quand on dit burn-out, tu vois, au sens clinique du terme, c'est pas comme ce que tu vois dans les magazines. Des fois, on dit tiens, j'ai fait un burn-out cette semaine, la semaine prochaine, je vais à Rome. Non, c'est pas ça, tu vois. Ils sont alités, ils ont perdu pas mal de kilos, ils ont du mal à s'exprimer, ils sont désocialisés, etc. Et ces personnes qui faisaient la une de grands magazines, etc., personnages publics, ils te racontaient tous la même chose. Ils disaient, soit je suis dans cet état-là parce que j'étais prisonnier en fait d'une idée comme ça que j'ai voulu artificiellement faire vivre toute une vie. T'as un exemple juste pour que les personnes puissent s'approprier d'un type d'idée ? Ouais, mais alors ça peut être quelqu'un qui te dit, tiens, alors moi je suis intimement convaincu que là, présentement, faut aller sur le marché brésilien. Il en fait un truc, mais... Ça devient obsessionnel. Et en fait, peut-être qu'à un moment, il fallait faire quelque chose là-bas. Mais peut-être pas de la manière dont il l'a fait. Tu vois. Peut-être que c'était juste un moment une espèce de petite joint venture avec une durée limitée. Et le type, il a mis tous ses ronds là-dedans, il a dépensé des centaines de millions, et il s'est scratché, mais parce que pour lui, c'était précisément, il faut faire ça toute une vie. Tu vois, pour lui, c'était toute une vie. Non, peut-être que ton projet, en fait,
c'était un CDD en fait. En fait, c'est un peu comme si tu disais que l'intuition, elle te donne une direction, mais il faut faire très attention dans comment tu l'interprètes. Exactement. Et ça, l'individu émotionnellement intelligent, il sait réguler. Il sait, ok, parce que tu reçois plein aussi d'intuitions, il y a certaines qui sont meilleures que d'autres aussi. Il sait faire le tri et il sait te dire jusqu'où cette intuition, elle est viable en fait. L'autre cause qui expliquait dans quel état ils étaient, c'était pour le coup qu'ils refoulaient totalement leurs émotions. Et là, les types, ils disent, moi je sais pas câbler, mes 2 parents sortent tous les 2 de la cuisse de Polytechnique. Alors j'ai rien contre Polytechnique, mais pour le coup, lui avait des parents Polytechnique. Très mental, très intellectuel. Très dans le mental, très rationnel, jamais à l'écoute du gamin, etc. Et il dit, moi en fait, j'ai jamais été sensibilisé aux émotions. On les a jamais écoutées, les miennes. Celles des parents, je les ai jamais vraiment entendues. Il n'y a jamais eu de hug, il n'y a jamais eu de lien affectif créé, etc. Donc moi, je sais pas faire. Et en plus, pour faire plaisir, d'une certaine manière, ou rester dans la lignée, il fallait que je coche tout un tas de cases. La Tesla, pour les hommes, la nana de moins de 20 ans. Mais tout ça, ce que je te dis, c'est ce qu'on me raconte. Les 2-3 maisons secondaires, à tel endroit très précis, en fait, comme tout à horde d'individus un peu similaires à toi. Et en fait, ça correspondait absolument pas à qui ils étaient, ou à qui ils sont. Et donc, ces gens-là se disaient, mais attends, mais moi, quand je regarde dans le rétroviseur, mais je n'ai que des regrets et des remords. Mais quelle tristesse. Oui. Toi, quand tu sais que tu as un CDD de vie sur cette petite boule bleue, qu'est-ce que t'en fais ? C'est ce que je dis. Est-ce que tu vis pleinement tes émotions et tu t'orientes vers qui t'es et tu essaies de vivre pleinement ce que t'es ? Ou est-ce que c'est un fake ? Et finalement, c'est des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen qui, juste en soufflant dessus, s'écroulent et qui finalement sont juste une espèce de truc social, de comédie sociale, comme dit mon ami Joseph Chovanec, qui est autiste Asperger. Il dit eux, ils font que de jouer cette comédie sociale. Donc comment tu sors de tout ça ? Et pour tout te dire, quand tu as des émotions qui sont très très fortes, qui veulent te dire tu es sur la mauvaise voie, attention, des warnings, ou alors tiens au contraire la fin de l'imitation, là tu traces, mais il faut tracer maintenant. Si ça tu l'écoutes pas, à un moment c'est ton corps qui te rattrape. Et ces personnes-là se sont toutes fait rattraper par leur corps. Parce que l'émotion, elle trouve toujours un chemin. Moi, j'utilise toujours cette image, c'est de Jurassic Park. Après, on a les références qu'on a. Mais je ne sais pas si tu as lu le livre ou si tu as vu le premier film. Je ne parle pas des sombres boosts qui ont suivi après. Je parle vraiment du tout premier. Et dans le tout premier, ça se passe plutôt mal pour les méchants. Tu restes à Hollywood, pour les gentils, ça se passe bien. Mais dedans, l'idée, tu as les concepteurs du parc qui disent « Ouais, ok, on va maîtriser les naissances des dinosaures. » en ne mettant dans le parc que des dinosaures femelles. Et là, tu as un mathématicien célèbre, fictif, interprété par cet acteur extraordinaire, c'est Jeff Goldblum, et qui a cette réplique qui vaut vraiment dans le cas de l'émotion. Et il dit au concepteur du parc, il leur dit, mais vous êtes fous. La vie, ça ne se contrôle pas. La vie, elle trouve toujours un chemin. C'est exactement la même chose pour une émotion intense et forte qui veut te dire un truc. Si tu passes ton temps à l'ensevelir sous un tas de sable, en fait, tu vas un peu l'énerver. Et donc elle va grossir en intensité. Et généralement, c'est vers 48 ans, à peu près, les statistiques aujourd'hui autour du burn-out. Et elle va t'exploser à la tronche. Et là, elle va te coucher par terre, elle va affaiblir ton système immunitaire, elle va te rendre malade et tu vas subir... Parce que tu n'as pas écouté depuis des années. Parce que tu n'as pas écouté depuis des années. Donc ça, des comme ça, on en ramasse beaucoup, tu sais, la petite pelle. Qui n'ont pas écouté finalement un truc qu'ils avaient à l'intérieur, d'aller vivre la vie qui les inspire. Ils n'ont pas écouté pendant des années, ça les amène du coup à avoir des symptômes physiologiques qui leur rappellent, c'est ça ta direction, c'est ça. Et ils étaient, tu sais, sur ces postures Robocop. Dans le livre d'ailleurs, tu peux savoir si t'es plutôt Bob l'éponge ou Robocop, t'as un petit test pour savoir si t'es un peu hermétique. Eux, ils avaient une posture très Robocop, très métallique, et ça leur a joué des vilains tours. Il y a de l'intelligence clairement dans les deux, je veux aider les gens à trouver ces nuances. L'excellence, la maîtrise, elle est dans ces nuances-là. Tu vas avoir d'un côté, pour moi, du génie dans un Warren Buffett qui te dit, voilà, quand tu as une opportunité, c'est important que tu identifies tous les inconvénients de cette opportunité pour pouvoir la regarder de la manière la plus rationnelle. Et moi, clairement, cette approche m'a apporté plein de fois, parce que par le passé, des fois, à croire que c'est mon intuition, je suis parti dans des trucs sans vouloir voir les inconvénients, à vouloir tellement être positif, tellement optimiste, ne pas voir les problèmes. Et ça m'a apporté d'être capable d'avoir une lecture parfois plus pragmatique. Et de l'autre côté, parfois, à vouloir être tellement pragmatique, passer à côté de ce message. Comment tu trouves cette nuance entre... Justement, t'as une intuition, mais en fait, c'en est pas réellement une. Et t'essayes de te persuader que c'est une intuition parce que t'as envie de croire que c'est une intuition, t'as envie de croire que c'est la bonne direction, t'as envie de croire que c'est la bonne nana ou le bon mec ou le bon marché ou la bonne entreprise. Et peut-être que ça serait bien que tu sois un peu plus pragmatique. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour trouver un peu cet équilibre entre les deux ? Déjà, l'intuition,
c'est pas ne pas se tromper. Moi, je pense vraiment qu'il faut se tromper sur des bases intuitives. Et plus tu te trompes sur des bases intuitives, plus tu augmentes les chances de pas faire 2 fois la même erreur. Je te donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, pourquoi on a des petits Français, des petites Françaises qui sont pas très forts en maths ou qui ont des difficultés dans les premiers pans de l'apprentissage des maths? C'est parce qu'à chaque fois, c'est le même problème, hein, grosso modo, mais à chaque on fois, interdit l'erreur. Et puis aussi, tu mets des fois, c'est un boulanger. Tu dis, ok, boulanger, il a fait l'erreur. Alors, on va changer le contexte. Cette fois-ci, on va mettre un boucher. Mais c'est toujours la même histoire qu'il te raconte. Et le gamin, boucher, boulanger, ça lui parle peut-être pas. Si, dans ce problème-là, tu mettais un truc qui touche ton gamin émotionnellement, qui renvoie à une passion, etc., et qui lui crée des petits tilts intuitifs, en disant, ah oui, tiens, ok, mais là, je vois le parallèle avec des expériences vécues, etc., déjà, t'augmentes la probabilité que ton gamin, il trouve la solution du premier coup. Mais s'il se trompe, ça crée un ancrage, tu sais, dans ce fameux album photo, parce qu'il y a de l'émotion, donc on le retient plus facilement. C'est un moyen mnémotechnique de retenir les expériences de vie. Et derrière, il ne fera pas 2 fois la même erreur. Si tu veux, l'intuition, c'est un moteur, et l'essence que tu mets dedans, c'est l'émotion. Et derrière, quand tu fais ça, et que tu te gourres là-dessus, derrière, ça te fait avancer. Et tu répliques pas après plein de fois la même erreur. Tu conseilles de s'autoriser en fait à suivre son intuition, quitte à se tromper et apprendre de ça, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, même en termes de gestion derrière, c'est-à-dire vu qu'à la base, ta décision elle est prise sur une base émotionnelle, ça veut dire que derrière, quand tu te plantes, tu auras aussi à gérer un problème un peu émotionnel. Tu vois, tu auras des émotions qui vont être en pagaille dans tout ça. Ça te fait juste progresser sur tes compétences et tes capacités de régulation émotionnelle. Et l'intuition aujourd'hui, il y a des résultats de recherche qui montrent que l'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intuition. Je ne vais pas rentrer dans le détail et tout, mais c'est une forme d'intuition. Tu as des résultats de recherche qui te montrent que plus tu es intuitif, plus tu es courageux dans la vie. Tu parlais à un moment, je t'ai pas attrapé au vol comme ça, mais sur les risques. Et ouais, mais les risques, c'est ça, c'est de la gestion de risque. Je veux dire, et la gestion de risque, c'est quoi? C'est de la régulation de la peur et de l'angoisse. Et on voit que les personnes qui régulent le plus facilement ça, et ça ne veut pas dire refouler, c'est-à-dire l'intégrer, il y a un message qui est associé à la peur, etc. J'en tiens compte. Ils arrivent à retrouver une forme de calme à l'intérieur. Voilà, et derrière, boum, sur une base intuitive. Et là, ça marche. Et le courage, c'est une espèce en voie de disparition dans notre société. Et moi, l'idée, c'est aussi de réhabiliter ça. Et tu as une expérience qui est assez marrante, qui est la suivante, c'est tu places quelqu'un dans un caisson IRM, et derrière sa tête, donc la personne ne voit rien de ce qui se passe derrière, tu installes un petit tapis comme ça, tu sais, comme ce que tu vois aux caisses dans un supermarché, et dessus, tu vas scratcher avec du velcro un vrai serpent d'1,50 m. Et là, tu donnes dans la main droite de la personne qui est placée, qui est couchée dans le caisson IRM, tu lui donnes une petite zapette et tu dis, bon, tu as deux choix, soit tu arrêtes le truc, soit si tu appuies, on avance à chaque fois de quelques centimètres le serpent de ta tête derrière. Mais tu vois pas le serpent. Donc là, tu vois, tu as toutes les zones préfrontales, machin, qui rentrent dans la gestion, dans la régulation des émotions. Et on remarque que ceux qui arrivent à appuyer jusqu'au bout, qui amènent en fait le serpent jusqu'à leur tête. D'une part, ces personnes-là soignent leur phobie. S'ils étaient phobiques des serpents, après, ils ne le sont plus. Et derrière, ces personnes-là ont des circuits de régulation émotionnelle qui sont juste plus costauds que la moyenne. Ils ont pris un risque. Derrière, ils se sont soignés parce que dans l'eau, effectivement, il y a des personnes qui avaient un peu peur des serpents. Et après, ça leur permet d'avancer. Ok, problème réglé. Hop, je continue. Donc, je pense qu'en travaillant sur l'intelligence émotionnelle, donc sa capacité de régulation émotionnelle, tu boostes ton courage, tu améliores ta gestion du risque et tu assumes le risque qui peut être inhérent à une prise de décision intuitive. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que souvent, quand tu te fies à ton intuition, etc., ça paye vachement en fait dans ta vie. Ok, il peut y avoir des petites erreurs, des machins, mais quand tu as des carrefours de ta vie, que ce soit sur un choix professionnel, un choix amoureux, tout ce que tu veux, quand tu es sur cette base-là, généralement tu te plantes moins. Et il y a plein d'expériences qui te montrent que plus c'est compliqué dans la vie, moins il faut réfléchir. Plus c'est compliqué, moins tu réfléchis. Et que ce soit pour le choix d'une bagnole, l'achat d'un appartement ou d'une maison, le choix professionnel, comme je disais avant, le choix d'un ou d'une partenaire sexuelle, la transition un peu douteuse. Bon bref, t'as plein d'études qui te montrent ça. Et je vais te donner encore une étude qui est assez puissante et qui te dit la chose suivante. Imagine ce cas de figure, je te fais visiter aujourd'hui le bureau de quelqu'un, tu connais pas cette personne. Ou je te fais visiter sa piole, sa chambre, toi à nouveau tu connais pas cette personne. Je te laisse quelques minutes un peu dans cet environnement, je te donne un test de personnalité, test du Big Five, les grands facteurs de personnalité. Et là, tu vas essayer de me dire si la personne, elle est optimiste ou pessimiste, que tu connais pas à nouveau. Si cette personne est plutôt émotionnellement stable ou pas. Si cette personne a un esprit consciencieux ou pas. Est-ce que cette personne est introvertie ou extravertie. Et là, je te dis par contre, ne réfléchis pas. Tu réponds supra rapidement à ces questions-là.
Donc tu établis la personnalité de l'autre. Quand tu fais ça, tu te plantes quasi jamais et ton diagnostic de personnalité, il est beaucoup plus précis que celui qui aurait été fait par le ou la meilleure amie de cet inconnu. L'intuition, c'est quoi ? C'est un scan en fait, qui te prend 3 à 4 éléments de ton environnement, qui te les synthétise et qui te fait naître en toi une préférence. J'ai l'impression que plus la personne dans sa vie, elle est à la base, peut-être plus dans le cliché de la personne que tu disais dans le burn-out, c'est-à-dire que quelque part, elle a organisé sa vie, structuré sa vie, elle a appris à réfléchir. Plus cette personne-là, je vais l'aider à être branchée à ses ressentis, à ce qu'elle sent, à son intuition, plus ça va créer une forme de miracle dans sa vie. C'est là où j'ai une question et c'est là où je me pose la question. Je vois aussi de l'autre côté plein de personnes qui, à la base, on leur a pas appris à développer ce mental. Ils n'ont pas eu cette enfance-là, vont se mettre dans des situations de plus en plus compliquées sous couvert d'intuition. En disant « Ah oui, je le sens, il faut que j'aille investir dans cette maison. » Ou alors « Crypto-monnaie. » Combien de personnes j'ai vu voir dans mes séminaires et qui viennent me voir, ils me disent « Je les sens comme ça, ils sont super au taquet. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils me disent « Ah, je vais être riche. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai tout mis dans les crypto-monnaies. Je dis « T'es vraiment sûr ?»« Ah oui, je le sens, c'est mon intuition. » Et moi, ça me questionne parce qu'il y a des gens où, en les amenant à être plus connectés à eux-mêmes, je vois des changements de bien-être et tout. Et je observe qu'à la limite, plus à la base ils étaient déconnectés de l'intuition, plus les ouvrir, ça change leur vie. Pourquoi je fais attention là vis-à-vis de mon audience ? C'est que je pense qu'il y a des gens dans mon audience que entendre ce que tu as dit, c'est super important. Ils ne s'écoutent pas assez. Il y a un truc à l'intérieur d'eux, c'est va être artiste, sois pas avocat. Ou l'inverse, sois avocat, sois pas artiste. Divorce avec cette personne, elle te correspond pas. Ou à l'inverse, reste avec cette personne. Et je crois à cette idée de s'écouter. Tu vois, j'adore l'entrepreneuriat. Et parfois, j'aide les entrepreneurs que j'accompagne à faire cette décision qui paraît irrationnelle, mais c'est ton cœur qui s'exprime. Mais je trouve que ça marche d'autant plus quand j'ai des personnes qui, entre guillemets, leur vie, elle est en ordre, tu vois. Comment on peut faire pour sentir on est en train de délirer et c'est notre intuition, quoi. Et t'as totalement raison, et moi c'est tout mon combat aussi. C'est pour ça qu'on a créé des instruments de mesure de l'intelligence émotionnelle, parce que moi combien je rencontre de personnes qui disent ouais, je suis un intuitif, je suis émotionnellement intelligent, j'ai des propositions comme ça, que ce soit des politiques ou des patrons, viens, on fait une couve ensemble sur tel ou tel magazine, parce que ouais, moi je le sens, je suis comme ça. Et quand tu fais un petit 360, tu vas voir l'assistante ou les gens qui bossent en direct avec ces gens, ils disent non, pas du tout, c'est un espèce de crevard, un tueur, un cost-killer, de tout ce que tu veux. Quand t'as quelqu'un qui est déjà structuré à la base, quand on parle d'intuition, on parle d'intelligence. C'est juste une autre forme d'intelligence. Donc quand tu es déjà un peu structuré dans ta façon de penser, etc., c'est juste que la nature de l'information, elle va changer. Ok, l'émotion, c'est une information. Ok, ça peut me servir. Ok, ça marche. J'achète l'idée, mais je la rends déjà dans une espèce de préconfiguration. Comme quand tu achètes ton ordi, il y a déjà des préconfigurations. La nature de l'info change, mais ok, j'ai compris à peu près le truc. L'autre catégorie, effectivement, c'est des personnes qui sont en surémotionnalité. Et là, le problème, c'est que quand tu es en surémotionnalité et que tout est intense d'un point de vue émotionnel, tu dis, mais en fait, c'est quoi la différence entre, comme je te disais avant, un truc qui te prend au corps et qui te signale quelque chose d'important pour toi, et un truc qui est tout minime, qui n'a pas vraiment d'importance dans ta vie, quoi, ou dans le futur proche de ton futur proche. C'est l'image de l'éponge qui doit apprendre à un moment à s'essorer. Et là, il y a tout un tas de techniques qui existent, que ce soit à travers de la méditation, où tu vois qu'il y a des choses assez folles aujourd'hui qui existent et où tu peux te reconfigurer. Il y a des travaux de recherche, ils n'ont pas encore été publiés, mais je te les donne, c'est pas de moi, et qui montrent qu'il suffit de 8 heures de méditation en pleine conscience pour modifier l'expression de tes gènes. Quand tu rentres dans ces process-là, etc., tu vas aussi apprendre à dissocier, à te dire tiens ouais, tout n'est pas à la même valeur en fait. Je sais bien qu'on est dans une société où tout le monde va être tout pareil, on est tout pareil, tout machin. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il y a un peu de relief, c'est qu'il y a des différences. C'est la même chose pour les émotions. En fait, ce que tu croyais être quelque chose d'intense, c'est juste quelque chose qui a été gonflé, soit par toi, ton propre patrimoine génétique. Il y a des gens qui sont porteurs de certaines variantes de ce qu'on appelle le gène Woody Allen. Voilà, le Woody Allen, c'est un phobique de tout. Et ces personnes-là, elles ont beaucoup de difficultés à recruter leurs zones préfrontales qui sont là pour réguler tes émotions. Donc elles ont énormément de difficultés à réguler leurs émotions parce qu'elles sont porteuses de ça. Derrière, ouais, en travaillant un petit peu là-dessus. C'est quelque chose qui est un héritage de tes parents ? C'est un héritage de tes parents, ouais. Donc après, t'as des héritages sympas, t'en as d'autres qui le sont un peu moins. Peut-être que, il y a des programmes qui existent, il y a du coaching, tu fais des choses, etc. pour juste apprendre
à structurer un petit peu cette émotion. Ok, toutes les émotions ne se valent pas quand elles s'invitent en toi à un instant T. Tu as beaucoup de gens en surémotionnalité qui sont aussi des hypersensibles. Ils voient beaucoup de choses. La difficulté qu'elles ont après, c'est se dire ouais, mais en fait, c'est ça, là, l'émotion qui est importante. C'est ça la plus importante. Mais en fait, vu que je ressens tout tellement intensément, j'ai un peu de difficulté. Et à nouveau, l'émotion, c'est pas l'intuition. L'émotion, c'est pas l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, elle traite ton émotion et elle le fait en quelques centaines de millièmes de secondes et derrière, elle te donne une préférence. Comment, dans le cadre des recherches, le chercheur fait la différence dans les tests entre quelque chose qui va être de l'ordre d'une décharge de plaisir et qu'est-ce qui est de l'ordre du bien-être? C'est un truc que je me suis souvent demandé parce que des fois, je vais lire des études et je me dis mais est-ce que réellement dans la recherche, ils ont fait attention à ces deux trucs? Parce que moi-même, je peux facilement croire que je suis plus heureux quand je mange un kebab que du quinoa. Parce que tu vois, sur le coup, j'ai de la chimie en moi. Et donc là, je ne l'ai jamais demandé encore à quelqu'un qui fait des recherches. J'adorerais savoir. C'est un truc qui, des fois, je me demande comment on fait la différence. Tout est à l'échelle du temps. Tu vois, tu l'as dit un petit peu, mais le plaisir, c'est quelque chose d'instantané et puis ça retombe tout de suite. Quand tu travailles sur le bien-être, c'est plus un marathon. C'est quelque chose qui doit être endurant. Et si tu as un fond comme ça, avec un haut niveau de bien-être, c'est un espèce de en background, un truc comme ça très plaisant, mais ça a tout un tas d'avantages dans ta vie. Donc déjà, il y a une différence entre un truc très rapide et quelque chose de plus long-termiste qui va t'apporter beaucoup plus d'autres plaisirs et d'accumulation de plaisirs dans ta vie. Il y a une expérience là-dessus qui est assez marquante et tu la connais peut-être, c'est l'expérience du marshmallow. Et donc là, voilà, t'as des gamins qui ont 5-6 ans, où voilà, ça a été répliqué plein de fois, et à qui tu proposes une friandise, t'en proposes même 2 sur une assiette en même temps. Tu les isoles dans une pièce et là tu as un adulte qui leur dit ok, si tu t'abstiens de manger cette friandise là, à mon retour, précise pas quand il revient l'adulte, tu auras le droit de manger celle-ci aussi. Donc tu vois, double bonus. Il se trouve que la plupart des enfants étaient incapables de réguler leur envie de manger le marshmallow. Et donc, au bout d'un moment, ils craquent, ils mangent, ils n'ont pas le droit au deuxième. Mais tu as un tout faible pourcentage de gamins qui ont réussi. Alors, c'était pas facile, hein. Certains, tu vois, ils dansaient, ils se mettaient sur la table. Il y a des vidéos qui sont trop drôles. Ah non, mais tu as même retrouvé des cheveux dans la paume de la main de gamins, tu sais, qui se tiraient les cheveux. C'était une douleur de réguler ce truc-là. Mais certains ont réussi. Ce qui se passe, c'est que en fait, les chercheurs les ont suivis dans le temps. Et il se trouve que ce tout petit groupe d'enfants qui avaient réussi à réguler leur envie de manger le marshmallow, donc pas à céder au plaisir tout de suite instantané, mais à s'inscrire plus dans « Attends, si je m'abstiens là, j'en aurai 2 après. Tu vois, je vais avoir un bien-être encore plus fort, un plaisir plus fort. Et puis ça va peut-être être renouvelé, etc. Parce que l'adulte, il va peut-être répliquer ça plusieurs fois, etc. Et il se trouve que ces gamins-là, déjà, ils avaient les meilleurs scores en maths. C'était les stars des cours de récré. Ils accédaient plus facilement à l'éducation haut niveau. Ils obtenaient plus facilement le job de leur rêve. Quand tu leur faisais passer tous les 10 ans, parce ils les ont suivis très très longtemps, des IRM, tu remarquais que, à nouveau, leur zone frontale, la préfrontale, qui sont en charge de réguler les émotions, c'était beaucoup plus développé que les autres, ceux qui avaient cédé à ce plaisir instantané. Ce sont des personnes qui, sur des échelles de bien-être, étaient largement au-dessus de la moyenne nationale. Donc si tu veux, toi, c'est un exemple concret. À un moment, tu as un truc puissant qui vient, et tu dis ok, mais il y a peut-être quelque chose d'encore plus puissant qui peut me servir comme ça en trame de fond dans ma vie, je vais peut-être plutôt prioriser ça. Mais pour faire ça, effectivement, il faut bosser son intelligence émotionnelle. Et quand tu es un gamin, c'est pour ça que c'est très dur. À 6 ans, tu as beaucoup de difficultés à réguler tes émotions. Là, ceux-là, ils étaient déjà précoces au niveau de leur QE, de leur quotient émotionnel. Donc derrière, ça nous a permis juste de montrer que déjà quand tu as cette précocité-là, souvent tu es plutôt sur le bon chemin. Et derrière, après, ta vie, elle est plutôt sympa. Tu as une vie de couple beaucoup plus harmonieuse, tu as plus confiance en toi, tu as 3 fois moins de chances de tomber en burn-out, tu as un système immunitaire qui est plus développé, tu as moins de maux MAUX, de ventre, de tête et de dos. Tout ce que je te dis, c'est pas du fantasme, c'est des résultats de recherche. Tu as une employabilité qui est plus forte, tu augmentes la qualité des relations sociales avec les gens autour de toi, que ce soit dans ton couple ou au boulot. Tu prends de meilleures décisions, notamment lorsque les zones d'incertitude sont très larges, les timings très serrés avec des niveaux de complexité très forts. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'après ça peut paraître louche, mais tout ça c'est vrai en fait. Pour rebondir sur ce que tu disais avant, à toutes les personnes qui disent ouais c'est mon intuition, ou ouais je suis quelqu'un d'émotionnellement intelligent, de QE++ ou quoi, fais un test de performance. On en a créé un, pour l'instant il est pour les managers, ça s'appelle QE Pro, quotient émotionnel, pro professionnel. Tu peux le passer. Je peux t'assurer qu'on a quelquefois beaucoup de gens qui se pensaient très très costauds là-dessus, qui vivent une petite désillusion parce qu'effectivement à un moment
c'est pas des tests, tu sais, auto-rapportés, c'est pas de l'auto-déclaratif. Tu dis pas « je suis à l'écoute d'autrui » sur une échelle de 1 à 7. Là, tu devines le sens de la question, donc tu cèdes au doux chant de la désirabilité sociale et tu veux te montrer plus humain, humaniste que tu l'es en réalité. Un test de performance, par exemple, tu as un scan, tu vois que tu as un corps. Nous, on a mis des couleurs qui correspondent à des activations dans ton corps. Maman dit, tiens, là, tu es en train de ressentir... Quand tu vis ça, tu ressens quoi ? De la colère, de la peur, du dégoût, du mépris, autre chose. Là, il faut un petit travail d'introspection. Il faut avoir déjà vécu le truc. Il faut l'avoir un peu conscientisé a posteriori, etc. etc. Donc, tu peux beaucoup moins tricher. Tu peux passer ça sur Internet ou Tu peux passer ça sur Internet, partout où tu es dans le monde. C'est QE-pro.com. Et après, ce qui est bien, c'est que vraiment, si tu as 7 scores, en fait, même 10 qui te sont donnés, mais tu travailles sur 7 scores, 7 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des programmes de coaching individualisé en distanciel d'1h30 aussi là-dessus, qui te permettent de travailler là où il faut un peu travailler, tu vois, le point un peu à renforcer. Mais si tu veux, pour moi, tant que tu n'as pas fait cette photographie, tu peux effectivement vivre dans une espèce de croyance te concernant. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs filtres, savoir si tu l'es ou si tu l'es pas, émotionnellement intelligent. C'est quoi ton rêve, le truc qui te prend le plus à cœur là pour les prochaines années ? Moi, j'ai 2 rêves fondamentaux. Il y en a un, c'est, et je suis un peu en train de l'organiser, c'est d'essayer à un moment de nager avec un requin-baleine. Donc c'est vraiment un rêve de gamin et que je veux toucher du doigt. Et donc là, j'essaie de me donner les moyens de ça. Tu peux parler avec Julie, ma femme, elle a réalisé ce rêve-là. Voilà, mais quel bonheur elle a eu. Bravo à toi. Elle m'a montré, je pense, la photo 70 fois. Donc c'est non, mais moi, c'est un... Bon, bref. Et pourtant, j'ai vu plein de... Alors celui-là il me plaît beaucoup. Et l'autre chose que je suis en train d'organiser, pour avoir travaillé avec des survivants de catastrophes sur le K2, sur l'Everest, etc. Ils m'ont dit, alors c'est des alpinistes, ils font partie, tu vois, du top 10 des plus gros alpinistes qui ont fait des gros sommets, qui ont tutoyé à chaque fois la mort dans la zone de la mort, et ce que je raconte dans le livre aussi, qui me disent, allez, viens avec nous maintenant. Alors, on va peut-être pas faire l'Everest, parce que moi, je veux pas faire un nom, en fait. Je veux juste vivre quelque chose de puissant, même si le sommet, il n'est pas le plus haut au monde. Mais j'ai envie de me lancer ce challenge. Je faisais du sport de haut niveau quand j'étais plus jeune. Et j'ai envie d'expérimenter des émotions. Peut-être que là-haut, par le manque d'oxygène, par tout un tas de choses, je vais ressentir des choses encore plus puissantes et être encore plus proche finalement de mes sujets. Et je voulais juste encore te dire un truc. Quand tu es... connecté réellement à tes émotions, non seulement tu les incarnes, mais en même temps tu es capable aussi de modifier ta vision parce que tu vois l'impact de ces émotions sur les autres. Et Louis Schweitzer, il m'a dit un jour, quand je lui posais la question, mais c'est quoi pour toi un dirigeant émotionnellement intelligent? Donc Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault, c'est Georges Best, donc c'est le type qui l'a recruté. Il dit, le type, il était capable... quand il allait quelque part, d'incarner la stratégie et de modifier la stratégie s'il voyait que c'était pas bon. Et quand tu es capable de faire cet exercice tu délivres quelque chose, tu as une croyance sur cette chose, tu la délivres avec passion, etc. Et en même temps de modifier ça parce que tu vois la réaction dans la salle ou la réaction que ça suscite autour de toi, en même temps aussi, c'est que tu es à un très très haut niveau d'intelligence émotionnelle. J'aurais pu poser 35 autres, 1000 autres questions. Je te remercie vraiment et j'espère que les personnes qui nous écoutent, ça les encourage à... Il y a eu plusieurs messages qui sont pour moi très importants dont tu as parlé, qui est d'aller vers ses rêves et pas attendre les 48 ans et le burn-out dès maintenant, même si c'est des petits changements et que notre intuition, elle nous parle, notre corps, il nous parle. Voilà, je serais très heureux que cette interview, elle ait contribué à des gens, parce que j'ai toute une partie de mon audience qui forcément, vu que j'ai un background scientifique, vont des fois être plus dans le mental et scientifique. Et je pense que ça leur fait du bien d'entendre que c'est pas un truc bizarre et perché. Elle est courte, notre vie. Qu'est-ce qu'on en fait ? Toi, quelle empreinte émotionnelle tu veux laisser sur cette planète ? Elle est là la vraie question. Pour conclure, Nando Parado, il te dit, en fait, moi ce qui m'a sauvé quand j'étais là-haut, c'était les liens que j'avais créés avec ceux que j'aime. Et lui, il était drivé par une chose, c'était retrouver son père. Et s'il n'avait pas eu ça, il serait mort. Un survivant du K2, il reste 48 heures dans la zone de la mort. Il est aveugle, il a plus de force, il est à moitié dans un coma. Il a une pensée qui lui traverse l'esprit, c'est celle de son fils. Il se relève d'un coup, il marche tout droit. Un des seuls survivants. Et ça, on ne crée pas assez de liens affectifs avec les gens qu'on aime, on ne leur donne pas assez de temps de cerveau disponible, on préfère être surconnecté, sur ici, sur là, etc. Et on passe à côté de ça. Non seulement tu te fais du mal à toi, parce que derrière, quand tu es en fin de vie et que tu n'as pas créé de lien affectif, il n'y a personne qui vient te voir. Et en plus, eux, tu épaissis pas assez, que ce soit tes enfants ou tes petits-enfants ou les gens que tu aimes, leur album photo, de souvenirs émotionnants qui peuvent leur permettre d'être résilients dans la vie.
Donc personne n'a y gagné. Et moi, je suis pour qu'on réhabilite un peu plus de liens affectifs. Et c'est pour ça que j'en veux un petit peu, mais ça c'est un autre débat, aux grands-parents actuels, à beaucoup de grands-parents qui investissent pas assez affectivement dans leurs gamins. Et même si on dit que les EHPAD, etc., oui, c'est triste. Il y a des choses qui sont très tristes, mais tu as beaucoup de gens là-bas. Elles ont finalement récolté ce désinvestissement. C'est un retour sur désinvestissement affectif. Et ça, c'est triste, ça accélère la décrépitude, etc. Donc tout le monde a gagné à créer beaucoup plus de liens affectifs aussi. Prochain chapitre. Exactement. Créer plus de liens. Merci en tout cas, c'était vraiment cool. Merci à toi, David. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.